Tout travail mérite une reconnaissance, surtout lorsque les actions dépassent le simple cadre familial ou personnel pour atteindre l'échelle nationale, sous-régionale ou même internationale. En Côte d'Ivoire, il a été initié depuis plusieurs années le prix d'excellence, qui récompense bien sûr les acteurs socio-économiques, parmi lesquels ceux de la construction. Nous allons donc, dans ce numéro de Habitat la Une, vous présenter les lauréats de ces 2 dernières années et surtout quel message retenir. Merci de suivre RTI 1, merci de suivre Habitat la Une et surtout merci de nous rejoindre pour ce 1e numéro de la saison 3. C'est parti. Relancé depuis 2013, le prix d'excellence décerné aux différents acteurs de la vie économique, sociale, éducative, sportive et culturelle s'impose aujourd'hui comme une marque de reconnaissance pour les efforts consentis au profit de la nation. Dans le secteur de l'immobilier, la cérémonie de remise des prix d'excellence aux promoteurs et aux autres acteurs revêt d'une importance capitale pour les bénéficiaires et pour le ministère de tutelle. Notre reportage est revenu sur la cérémonie de récompense des 2 dernières années qui s'est tenue récemment. De plus en plus, les bâtiments qui se construisent accordent une importance particulière à l'esthétique et au confort à travers toutes les commodités qui y sont installées. Système de sécurité moderne, gestion intelligente de l'eau et de l'électricité. L'œil de l'architecte a donc jeté un regard sur ces édifices magnifiques qui contribuent pour beaucoup à la beauté du paysage architectural et aussi à la qualité de vie de ses occupants. Des conseils et des astuces en matière de décoration? Bienvenue chez moi, nous en réserve. Allons donc en découvrir dans notre visite guidée. Améliorer la qualité de vie de son habitat passe par une gestion intelligente des ressources, notamment l'eau, qui parfois pèse lourd dans les charges du budget familial. Pour retrouver une solution, suivons avec notre expert dans les bons plans. La crise de logement est une réalité. Les promoteurs immobiliers font ce qu'ils peuvent faire, mais vu la cherté du logement en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'on leur décerne un quelconque prix, puisque cette crise existe, c'est une réalité. Ils ne sont pas au bout de la crise. Combien de logements ont-ils construit pour que, avec le coût, pour que les Ivoiriens s'en approprient? Si cette crise, ils avaient réussi à la résorber, leur décerner un prix, c'était une bonne chose, mais ce n'est pas le cas. La crise de logement n'a pas encore une issue favorable. Et je ne sais pas en quoi ces prix qui leur sont décernés, à quoi ça peut aboutir. Parce que ça ne répond pas à la crise sur le logement. Ça va permettre non seulement de faire du sérieux et permettre à ceux qui ne traînent pas, qui ne sont pas encore sérieux dans leur domaine, puisqu'ils ne respectent pas certaines normes de la construction, aussi d'emboîter le pas à ceux qui sont déjà ceux à qui on a décerné les prix. On bâtit un terrain, on le viabilise, on construit, mais on ne tient pas compte du niveau de vie des Ivoiriens. Je veux parler par exemple de leurs salaires, de leurs affaires, à quel niveau ça se trouve. Et c'est en fonction de cela qu'on devait fixer les prix, mais on les fixe. Et puis les gens ne peuvent plus payer les maisons qu'ils construisent et puis les maisons sont là. Bon, c'est difficile. Donc pour moi, il devait d'abord tenir compte de la réalité qui est la vie chère en Côte d'Ivoire et c'est en fonction de tous ces paramètres qu'ils allaient maintenant fixer le prix du logement en Côte d'Ivoire. Avant de décerner des prix d'excellence aux promoteurs, on doit tenir compte de l'environnement. C'est-à-dire les maisons qu'ils ont construites, est-ce que ces maisons sont bâties pas dans des coins, dans des lieux à risque? Est-ce que le matériel utilisé sont des matériels adéquats pour des bons logements et voir aussi la sécurité de la zone? Les éléments qu'on doit prendre en compte sont, entre autres, le délai pour le constructeur immobilier de satisfaire le besoin du client. Pour moi, le prix d'excellence, c'était une bonne chose. Si les promoteurs avaient réussi à juguler la crise du logement. Mais puisque nous sommes toujours dans la même situation, donc pour moi,
le prix d'excellence n'a pas sa place d'être. On ne devait pas décerner des prix alors que la crise pour laquelle le prix devait être donné existe, est une réalité et les Ivoiriens vivent avec. Le prix d'excellence, c'est un peu la récompense d'une activité bien effectuée ou bien d'une mission bien accomplie. Bon, c'est dans ce sens qu'on peut, parler de prix d'excellence. Mais je ne vois pas d'excellence au niveau des logements. Bon, le prix d'excellence, pour ma part, c'est un prix incitateur, un prix qui va permettre à ces promoteurs vraiment d'être sérieux dans tout ce qu'ils font, afin que nous, en tant que clients, soient satisfaits vraiment de leur travail. Dès son accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire a opté d'intégrer la qualité, la compétition et l'excellence dans ses choix de développement en organisant une saine émulation dans la population et décerner des récompenses à des hommes et des femmes afin d'encourager des talents, de valoriser des efforts de travailleurs ou des élèves de modèles. Dans de nombreux domaines tels que la construction, la culture, l'industrie, l'artisanat ou le tourisme, des prix sectoriels ont été institués et ont permis d'identifier et de valoriser des créateurs talentueux. D'où la création d'un prix national d'excellence, placé sous l'autorité du Premier ministre, dont la première édition eut lieu en 1997. Après une longue période d'éclipse due aux crises politico-militaires qui ont entraîné le ralentissement de diverses activités socio-économiques, le prix national d'excellence a été réactivé en 2013 et sera à sa 7e édition en 2019, sous sa version actuelle. Chaque ministère est en effet doté d'un ou plusieurs prix en fonction de l'importance des secteurs qui sont dévolus à ses missions. La compétition est ouverte aux personnes physiques et morales de nationalité ivoirienne, en activité en Côte d'Ivoire ou hors du pays. Le premier, deuxième et troisième de chaque prix sont proclamés lauréats à condition d'obtenir une note finale supérieure ou égale à 15 sur 20. Pour les 2 dernières années, 2017 et 2018, une cérémonie de distinction s'est tenue en présence de M. Koné Nabanye Bruno, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Au cours de cette cérémonie, 2 catégories d'acteurs du domaine de l'habitat ont reçu leur prix. Il s'agit des promoteurs immobiliers et des syndicats de copropriété, sur lesquels un point d'honneur a été mis. Le prix d'excellence est une réalité. Et nous saisissons l'occasion pour inviter tous les autres copropriétaires, les cités, qui jusqu'à présent n'ont pas contacté la direction de la copropriété pour être recensés, pour que nous puissions leur donner les conseils, des instructions, des encouragements, que le prix d'excellence fait du bien aux bénéficiaires. Et donc, vous voyez, cette cérémonie est la preuve palpable. Il suffit simplement qu'ils se conforment à nos différents critères. C'est-à-dire que la mise en place d'un syndicat de copropriété conforme à la réglementation en vigueur, l'entretien de leur partie commune, une cotisation régulière, l'embellissement par exemple par le ravalement des façades, ce sont succinctement ces critères-là qu'il faut respecter pour être bénéficiaire du prix d'excellence. Voici le message que nous voulons laisser. Le prix d'excellence est institué pour encourager les cités à se mettre en règle et à se prendre en charge pour l'amélioration de leur cadre de vie. Secteur en plein essor, bien vrai que les offres restent inférieures aux demandes, l'immobilier en Côte d'Ivoire mérite qu'on lui apporte un soutien remarqué à tous ces promoteurs immobiliers, particulièrement ceux qui ont accepté de s'engager sur le programme présidentiel de construction des logements sociaux et économiques. Je dois dire que la question fondamentale, ce n'est pas qu'une signature qui est apposée sur un document qui s'appelle l'ACD. L'important, c'est toute la chaîne qui précède la signature du ministre. C'est tout le contrôle qui est fait avant. C'est toutes ces tâches-là qui font que l'ACD, une fois qu'il est délivré, il devient un document juridique fort, qui est inattaquable, qui a toute la force pour aller prendre un crédit, qui a toute la force pour être donné en hypothèque, qui a toute la force au niveau du notaire pour faire des transactions sans trop se poser de questions. C'est ça aujourd'hui le défi auquel nous faisons face. Donc nous avons regardé cette question à fond.
Nous avons aujourd'hui un process qui est relativement bien avancé de simplification, de modernisation, de sécurisation de la chaîne de délivrance de l'ACD. Mais dans l'intervalle, nous avons quand même commencé à signer. Puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas le dernier décompte, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de 1500 ACD signés. J'en signe aujourd'hui entre 50 et 100 tous les jours pratiquement. Donc c'est beaucoup de boulot, mais en même temps, nous savons l'attente forte des populations par rapport à ce document. C'est peut-être le lieu aussi d'inviter tous ceux qui veulent acquérir une parcelle à faire toute la démarche, à s'informer auprès de nos services pour savoir quelles sont les étapes de cette démarche et à faire toute la démarche jusqu'à l'obtention de l'ACD. C'est ce document, cet arrêté, qui consolide leurs droits, qui confirme leur droit de propriété sur une parcelle. Parce que beaucoup ont des documents intermédiaires, sans préval, mais malheureusement, ces documents intermédiaires peuvent s'avérer faibles à un moment donné par rapport à certaines transactions qu'ils souhaiteraient faire. Il faut retenir que cette cérémonie fut l'occasion pour le Premier ministre Koné Bruno de revenir sur certains dossiers chers aux usagers ivoiriens, notamment sur l'ACD et de la gestion de la copropriété. Pour ce qui est de la copropriété, c'est une culture nouvelle. Une culture nouvelle a besoin qu'on fasse beaucoup de pédagogie, qu'on fasse beaucoup de communication. Et c'est pour cela que nous avons invité nos premiers responsables dans ce secteur-là à aller vers les populations, à aller vers les cités qui sont déjà constituées, à expliquer l'esprit de la copropriété. Une copropriété d'ailleurs qui devrait correspondre à la façon de vivre que nous connaissons dans nos pays et en particulier dans nos contrées, puisqu'il s'agit en réalité de gérer de façon collective l'environnement dans lequel nous vivons ensemble. Donc que ce soit un immeuble, que ce soit un paquet de maisons, il y a des choses qui sont communes. Il y a des rues que nous arpentons ensemble. Il y a des équipements publics qu'il est important qu'ensemble nous maintenions. Il y a les aspects salubrité qu'il faut ensemble corriger. Ensemble, nous devons avoir le regard pour éviter que tel ou tel voisin fasse des abus au niveau de ses modifications, etc. Donc c'est ça qui est demandé au niveau de la copropriété. Et qu'ensemble, chacun contribue à cela en payant une cotisation qui est conforme aux besoins de la copropriété. Et donc ce sont des choses qui sont relativement simples, mais qu'il convient néanmoins de vulgariser, d'expliquer et d'imposer d'une façon ou d'une autre, puisque des textes de loi aujourd'hui existent. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des initiatives privées construisent des immeubles dits intelligents. Pourquoi? Tout simplement améliorer qualitativement les conditions de vie des populations. Mesdames, Messieurs, dans l'œil de l'architecte, notre expert se penche sur le sujet pour plus nous éclairer. Quel constat pouvez-vous faire des immeubles d'habitation commune construits par des particuliers en ce qui concerne certaines commodités? En ce qui concerne les commodités, je pourrais dire qu'on est dans deux cas. Le premier cas, on a des commodités assez faibles dans certains bâtiments. Par exemple, on a juxtaposition de balcons, on a mitoyenneté entre les balcons. On a aussi qu'au niveau des escaliers, les marches ne sont pas régulières. Ceux qui sont dans les appartements ont l'impression que les fenêtres sont mal orientées. Juste à moins de 5 mètres, on a un autre immeuble. Le second point, c'est qu'il y a certains immeubles qui respectent les commodités. C'est d'abord l'orientation du bâtiment, donc la circulation de l'air au niveau des ouvertures. Les espaces à l'intérieur sont assez grands. Tout ça, c'est des commodités qui viennent agrémenter la vie des occupants. Quelle est aujourd'hui la tendance des immeubles construits en ce qui concerne le revêtement, la sécurité et la mobilité des occupants? La tendance aujourd'hui, au niveau des immeubles, c'est déjà de mettre l'accent sur la sécurité. On a une grille d'entrée déjà. Et puis, on a des appartements qui sont séparés. Au niveau des escaliers, on met des grilles de protection. Donc ça, c'est pour la sécurité. Maintenant, au niveau
de la façade. On a l'utilisation de matériaux de revêtement des façades. On utilise beaucoup plus de matériaux de revêtement que de peinture. Et aussi, la tendance est de créer des parkings à l'intérieur. Certains arrivent à faire des raies de jardin avec des parkings. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont tendance aujourd'hui au niveau des constructions des immeubles, des particuliers. Quel est leur impact sur le paysage architectural et les conditions de vie des occupants? Je pense que l'impact sur le paysage n'est pas toujours reluisant. Il faut avoir le courage de le dire parce que la mixité fait que certains, dans certaines zones, n'ont pas les moyens tout de suite de construire un immeuble, même si leur projet va aller sur R+3. Donc, on a des paysages où certains ont commencé des bâtiments, ils ne sont pas achevés, et à côté, il y a des bâtiments qui sont bien achevés. Et donc, au plan de l'esthétique, au plan de l'environnement, on ne peut pas dire que ça ajoute un plus. Maintenant, ce qui est bien, c'est que la plupart des propriétaires font l'effort de respecter le cahier des charges du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. C'est-à-dire qu'ils font l'effort d'avoir un permis de construire, donc ils construisent en toute légalité. Et construire en toute légalité, c'est déjà faire appel à un architecte. Et l'objectif, c'est déjà de construire avec l'architecte pour avoir un paysage assez reluisant. Quel message pouvez-vous adresser à l'endroit des occupants pour une meilleure gestion du bien mis à disposition et à l'endroit des promoteurs pour les encourager dans leur démarche? Le certificat d'urbanisme dit dans certaines zones, voir un architecte agréé. Ceux qui ont le courage de voir les architectes arrivent à avoir des projets qui sont vraiment conformes aux normes. Ceux qui le font eux-mêmes, on se rend compte que les bâtiments sont sans esthétique et on se rend compte aussi qu'ils ne respectent pas les règles d'urbanisme. Alors, la première injonction, je dis injonction parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est de dire à tous ceux qui ont envie de construire des bâtiments, s'ils ont les moyens d'opter pour des constructions verticales, ça leur permet de mettre plus en valeur leur terrain et ça leur permet aussi d'agir de façon durable sur l'environnement. Mais en même temps, demander l'appui d'un architecte pour avoir un projet abouti. Et donc ensemble, essayer de créer un environnement qui sera le plus en conformité avec les règles. Vous suivez Habitat à la Une, c'est encore un plaisir d'être avec vous dans notre reportage. Nous vous avons montré l'importance du prix d'excellence, surtout aux acteurs du monde de la construction. Et dans l'œil de l'architecte, nous sommes revenus sur toutes ces nouvelles constructions qui améliorent de plus en plus les conditions de vie de nos populations. Marquons une autre pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Nous allons maintenant dans Bienvenue chez moi avoir une autre visite guidée et vous permettre de profiter de nos astuces et de nos conseils. Bienvenue chez moi. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois chez moi pour partager avec vous mon expérience dans le cadre de l'entretien d'une maison. Il faut noter que la propriété d'une maison est le point de départ de la bonne santé de la famille. C'est pour cela que je mets un accent particulier sur l'entretien du séjour, de la cuisine, des salles d'eau et des chambres, surtout celles des enfants. Concernant les pièces de la maison, je les nettoie quotidiennement en gardant les portes et les fenêtres grandes ouvertes. J'attends quelques instants et je passe au dépoussiérage des meubles. Quant à celui du sol, je les nettoie régulièrement et je fais les grands ménages 2 fois dans la semaine. La cuisine pour une femme représente beaucoup. C'est pour cela que je veille particulièrement à son entretien. Tout d'abord, en rangeant les ustensiles là où il faut, de sorte à ne pas encombrer la paillasse. Ensuite, la nettoyer pendant et après la préparation. Enfin, je vous conseille de ne pas manquer de faire la vaisselle tous les soirs pour éviter que les cafards, les souris et autres bestioles ne pullulent dans la maison. Allant du linge, faites comme moi. Disposez d'un bac à linge qu'il serait souhaitable de mettre dehors ou dans une buanderie si vous en avez, mais pas dans les chambres. La lessive, je l'ai fait 2 fois par semaine et je vous conseille aussi de changer les draps 2 fois dans la semaine. Je tiens à vous assurer que si vous faites comme moi, votre maison sera toujours propre et votre famille en bonne santé.
Parmi les charges fixes qui pèsent dans le budget familial, il y a l'eau et l'électricité. Parlons maintenant du premier élément cité, c'est-à-dire l'eau. Mesdames, Messieurs, les attitudes à avoir pour une meilleure gestion de l'eau à la maison, c'est dans les bons plans. Quel constat faisons-nous du poids des charges liées à l'eau dans certains budgets des familles et quelles peuvent en être les causes? Le poids de l'eau, de la consommation d'eau, des besoins en eau potable surtout, c'est-à-dire les factures d'eau, constitue une charge énorme allant souvent de 10, souvent pour certains, jusqu'à souvent 30% pour d'autres. Il y en a même qui atteignent 50% certains mois de leur budget de fonctionnement qui va dans les factures d'eau. Et les causes généralement sont multiples. Il y a des situations où c'est simplement un tuyau qui est cassé dans un mur et on n'a pas vite retrouvé et l'eau a coulé à longueur de journée sur des mois. Et quand la facture vient, après ces 3 mois ou bien 2 mois, ça devient un problème énorme et la facture est élevée. Donc là, il y a cela. Mais l'une des causes majeures, c'est le gaspillage pur et simple des ressources d'eau. Par exemple, un robinet, quelqu'un a ouvert le robinet, il est sorti de la maison et il revient constater que sa facture a été multipliée par 5, par 6, voire même par 10 s'il a duré là-bas. Donc les causes fondamentales de ce poids des factures d'eau sur le budget des ménages est généralement lié au gaspillage. Que devons-nous entendre par gestion intelligente de l'eau? Il faut dire que la gestion intelligente de l'eau ou bien simplement la gestion intelligente des mouvements d'eau potable est une solution qui a été inventée pour remédier à la problématique de l'eau. C'est une solution qui permet simplement de soumettre tout point de sortie d'eau, c'est-à-dire un robinet, une vanne, tout ce qui permet de manipuler l'eau et d'être une source de sortie de l'eau potable, d'être soumis à une instruction. En d'autres termes, la gestion intelligente des mouvements d'eau potable permet de faire en sorte que même une goutte d'eau ne soit pas utilisée sans l'accord préalable d'une instruction, c'est-à-dire sans qu'on ait su pourquoi cette goutte d'eau va être utilisée et pourquoi. Et comment ça se passe? C'est simplement faire en sorte que votre site en question, si c'est un bâtiment, si c'est une entreprise, si c'est votre maison, que tous les robinets soient soumis à une surveillance, à une gestion. Il faut laisser un système intelligent qui est un outil que nous mettons à la disposition de chacun de décider à quel moment l'eau doit être utilisée, à quel moment de l'eau ne doit pas être utilisée et comment il faut faire pour optimiser les sorties d'eau et les quantités d'eau qui doivent être utilisées pour amener la maison, le bâtiment, le site à avoir un taux zéro ou bien en tout cas un taux très proche de zéro de gaspillage. Plus de gaspillage d'eau, plus de l'eau qui coule partout et le système de gestion intelligente des mouvements d'eau permet de régler ce problème et donc augmenter le pouvoir d'achat des populations, contribuer à lutter contre la cherté de la vie et aussi à aller vers l'autosuffisance en eau potable et permettre à ce que lorsque nous construisons un château, qu'on puisse l'exploiter à bon dessein et que ce château puisse servir plusieurs années sans être confronté à des investissements imprévus et à beaucoup de choses parce que le gaspillage sera éliminé. Quelles sont vos solutions pour aider les ménages à réduire les charges liées à leur consommation d'eau? Il est très important aujourd'hui que chacun prenne une part de responsabilité dans les questions d'eau. Parce que nous dépendons de l'eau pour vivre. Nous dépendons surtout de l'eau potable pour vivre. Et il faudrait que chacun se sente concerné. Une goutte d'eau potable qui est gaspillée constitue un frein au développement, constitue un frein même à l'épanouissement. Cette goutte d'eau aurait pu servir à sauver la vie quelque part. J'invite donc chacun à se procurer des coffrets hydro-intelligents qui vont permettre de réduire les gaspillages d'eau, de réduire les dépenses que nous réalisons sur les consommations d'eau, c'est-à-dire les factures d'eau, et surtout que chacun puisse contribuer à l'autosuffisance en énergie, en eau potable, et cela va permettre de développer nos quartiers, de développer la disponibilité en eau potable, et donc aider chacun à augmenter son pouvoir d'achat, et surtout avoir de l'eau potable disponible pour tout le monde.
parcourir votre quotidien et parler de logement, d'habitat, de construction, mesdames, messieurs, de décoration et même aussi d'emplacement, d'embellissement. Tel est notre objectif chaque dimanche dans Habitat à la Une. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro. Tous ensemble pour un habitat meilleur. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante: habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat à la une/